Je pense que c'était essentiel pour moi, en arrivant en France, de retrouver ce lien avec elle. Plus je passe de temps avec elle, plus je vois la femme qui est ma grand-mère. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On pense jamais à la vie qu'ils ont eue avant nous. Et là, je parle à une femme qui a vécu une vie qui est extraordinaire. Et donc pour moi, c'est essentiel de raconter son histoire pour que je me comprenne moi aussi. D'où je viens, pourquoi je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et est-ce que je suis la personne que je suis aujourd'hui parce que ma grand-mère a existé et parce qu'elle a vécu tout ce qu'elle a vécu. Et en quelque sorte, j'étais le résultat sain d'une femme qui avait pardonné. Je me rappelle encore le jour où je suis rentrée dans la famille Yaha, ma belle famille. J'ai été chaleureusement accueillie. Moi qui étais encore si jeune, qui devais encore apprendre tellement de choses sur ce qu'était la vie, ce qu'était une épouse. Je me suis mariée alors que je ne connaissais pas mon mari. À l'époque, c'était la norme. Ce que je ne pouvais pas imaginer, c'était que ce jeune homme, de quelques années plus âgé que moi, cet homme fascinant et charismatique, serait devenu mon confident et meilleur ami. Pour les Yaha, rejoindre l'insurrection armée, c'était comme épouser une religion. Au début, cela m'a effrayée, mais cette peur a très vite laissé place au feu de la passion politique. Et en rejoignant cette famille, j'ai tout de suite compris. Penser à la mort n'est pas permis. Il faut regarder droit devant, rester éveillé. Il faut prendre les armes, à la vie ou à la mort. Et que la colonisation nous avait privés non seulement de notre terre, mais surtout de notre dignité. Nous étions des indigènes. Hafid, j'aimerais te dire que tu vas devenir papa. Les autres femmes disent que ce sera sûrement un garçon. Moi, je ne crois pas. Je suis remplie de joie. Je connais aussi les risques. Tu es arrivé dans ma vie un jour d'hiver. La neige recouvrait les ruelles et de notre maison, on voyait à peine les figuiers de notre jardin. Ton premier cri a été tellement libérateur, tellement plein de vie, que les yeux remplis de larmes de joie, j'ai chuchoté ton prénom. Comme si je l'avais toujours su, comme si j'avais pensé tous les jours de ma vie, comme si je t'avais attendu sans cesse. C'est Lelli, liberté. Ma fille, tu nous as fait oublier la guerre, la faim, les préoccupations, les horreurs. Tu dormais si paisiblement dans mes bras que je sentais une douleur physique
à chaque fois que quelqu'un t'enlevait à moi. Ma fille, toi, aussi frêle, curieuse et ravissante. Tu as amené à ma vie une tendresse que je n'avais jamais connue avant. J'aurais donné ma vie pour toi. Je t'aurais donné tout ce que je possédais. Si seulement j'avais eu quelque chose. Mais on rencontre souvent sa destinée par les chemins qu'on a pris pour l'éviter. La peur a gagné les villageois. En entendant les ordres de l'un des officiers de l'armée française, ils ont hésité, par respect pour notre famille, mais ils ont cédé devant la violence des menaces et des coups. Je les vois détruire notre maison. Et en quelques heures, la brûler entièrement. Je subis cette violence et pourtant, je n'ai pas de rage. Il n'y a pas de temps pour ça. Les chants commencent. Et la lutte continue. Et puis on a dû fuir. On doit rejoindre le village où nous avons déjà des amis engagés dans la Révolution. Nous avançons difficilement. Dans la neige, il nous arrive jusqu'aux genoux. On marche depuis 10 kilomètres. On est monté sur la crête de la montagne. Et maintenant que la partie la plus facile, celle des 5 kilomètres en descente, arrive, je craque. Mon corps s'enfonce dans la neige. Mon corps saigne. J'ai accouché il y a seulement 3 jours. Mon cerveau est absent. Je suis vidée. Je fais 3 pas. Et je m'écroule. Hayley, ma fille, il n'est pas question qu'on te laisse ici. Et puis, je ne pourrai jamais regarder mon fils à nouveau et lui dire que j'ai abandonné sa femme et son enfant dans les montagnes. Soit on y va tout ensemble, soit on meurt. Tout ensemble. Elles m'ont transportée, sans jamais me lâcher. Mon corps et le leur n'en faisant qu'un.
Comme une machine qui avait trouvé difficilement son engrenage. On m'a capturé fin février 1962. On m'interroge. Ils veulent tout savoir de mon mari. Ils veulent que je vende mon mari. Jamais. On me fait boire de l'eau jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Les coups ne s'arrêtent plus. Je n'ai pas dit un mot. On m'a amené au centre de torture de Tagunsa. Là-bas, l'humanité finissait. Et toute méthode était employée. Les accusations contre moi étaient nombreuses et lourdes. J'étais en train de défendre un terroriste, un ennemi de l'Empire. Il fallait que je parle. Il fallait que je parle. Je ne pouvais plus respirer. On m'a crue morte. Comme moi, ma belle-mère a subi les mêmes violences. Et même pire. Comme moi, elle s'est battue. Comme moi, elle a résisté. Comme moi. On m'a libérée. Je ne pensais pas survivre. Quelquefois, j'ai demandé à Dieu pourquoi il m'avait sauvée. Moi, Noira. Moi qui n'avais pourtant rien de spécial. Moi qui ne savais ni lire, ni écrire. Qu'est-ce que j'avais moi à donner à ce monde? Le temps m'apprendra encore beaucoup de choses. Quelques jours après, je sors de l'hôpital, le corps plein de cicatrices, le regard vide, mais l'esprit plein. 19 mars 1962. C'est le cessez-le-feu. En marchant dans la rue, je ferme les yeux. Je souris. Liberté.